Je suis Leslie Newman, j'ai 35 ans et je suis chercheuse en biotechnologie à Birmingham, en Alabama. Toute ma vie, j'ai cru que la famille était le fondement le plus solide qu'on puisse avoir. Mais cette croyance s'est brisée au moment précis où j'en avais le plus besoin. Devant moi se trouvait une facture médicale écrasante. 100 000 $ pour une greffe de rein qui pourrait me sauver la vie. Je tremblais en suppliant mes parents de m'aider. Pourtant, au lieu de me tendre la main, ils se sont détournés, choisissant plutôt de dépenser 200 000 $ pour le mariage somptueux de ma sœur. Pour eux, les lumières scintillantes et la musique comptaient plus que la vie de leur propre enfant. Je suis tombée à genoux, les larmes coulant à flots, plaidant mon désespoir. Mais tout ce que j'ai reçu, ce furent des rires moqueurs et un renvoi glacial alors qu'ils m'indiquaient la sortie d'un geste de la main. Et ce n'était pas la fin. Comment les choses ont-elles pu dégénérer à ce point? Pourquoi ma propre chair et mon propre sang ont-ils choisi une fête plutôt que ma survie? Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir la vérité derrière cette histoire. J'ai toujours été la personne indépendante de la famille. À 35 ans, je me donnais corps et âme dans une petite start-up développant des outils de diagnostic pour les maladies rares. Le travail était exténuant, des nuits tardives, des demandes de subventions interminables. Mais cela me donnait un but. Je vivais seule dans un appartement modeste. Pas de voiture de luxe, pas de vacances somptueuses, juste moi et mon ambition. Mon petit ami, une présence constante dans ma vie, était mon rock, toujours là avec un café ou un discours d'encouragement tard dans la nuit. La vie n'était pas parfaite, mais c'était la mienne, construite à partir de rien, sans l'aide de personne. Puis vint le jour où tout a basculé. Cela a commencé par un examen de routine dans une clinique locale. Je ne me sentais pas bien, fatiguée, léthargique, avec une douleur persistante au flanc. Je pensais que c'était le stress, peut-être trop d'heures courbées sur un microscope. Le visage du médecin racontait une autre histoire. Ses yeux se sont plissés en examinant mes analyses de sang, sa voix était basse et prudente. « Leslie, vos reins lâchent. Vous avez besoin d'une greffe, et vite. » Mon cœur a manqué un bond. Une greffe de rein. $100,000. Les mots m'ont percuté comme un train de marchandises. Je n'avais pas d'assurance. Notre start-up était trop récente, trop à court de moyens pour couvrir les employés. 100 000 $, c'était comme si c'était 1 million. Je me suis assise dans ma voiture devant la clinique, les mains tremblantes, fixant le tableau de bord. Comment étais-je censée trouver une telle somme? Mes économies suffisaient à peine pour le loyer. J'ai pensé à mes parents, qui dirigeaient une chaîne de restaurants de barbecue à Birmingham, engrangeant des bénéfices grâce au travers de porcs fumés et aux salles à manger comble. Ils pouvaient sûrement m'aider. Ils le devaient. J'ai appelé mon père en premier, mes doigts tâtonnant sur le téléphone. « Eh, papa, je dois te parler. C'est sérieux. » Sa réponse fut brève, distraite. « Nous sommes débordés par la planification de la fête de fiançailles. Leslie, ça peut attendre ?» J'ai dégluti difficilement et j'ai expliqué la greffe, les 100 000 $, l'urgence. Silence. C'est beaucoup d'argent, Leslie. Laisse-moi en parler à ta mère. Aucune chaleur, aucune panique, juste une manière de m'éconduire. J'ai essayé d'appeler ma mère ensuite, espérant un soupçon d'inquiétude. Maman, je suis malade. Vraiment malade. J'ai besoin d'une greffe et ça coûte 100 000 $. Sa voix était tranchante, presque agacée. Leslie, tu sais que nous sommes très occupés avec le mariage de ta sœur. C'est un événement majeur. Nous ne pouvons pas sortir de l'argent de nulle part comme ça. J'ai senti ma poitrine s'oppresser, un mélange d'incrédulité et de colère. Le mariage de ma sœur. C'est tout ce qui leur importait. Pas moi, pas ma vie qui ne tenait qu'à un fil. J'ai raccroché, les larmes me brûlant les yeux, et j'ai appelé mon petit ami. Gavin, je ne sais pas quoi faire. Ai-je chuchoté. Sa voix était ferme, calme. On va trouver une solution, Leslie, ensemble. Mais même ces mots ne pouvaient effacer la douleur de l'indifférence de mes parents. Les jours sont devenus des semaines, et le temps pressait. J'ai exploré toutes les options. Prêt bancaire, financement participatif, vente de mes affaires. Rien ne s'approchait des 100 000 $. Ma santé déclinait. La fatigue était implacable et la douleur s'intensifiait. Chaque nuit, je restais éveillée à calculer, à négocier avec un avenir dont je n'étais pas sûre qu'il existerait. Le silence de mes parents se faisait de plus en plus lourd. J'envoyais des SMS, laissais des messages vocaux, chacun plus désespéré que le précédent. Papa, maman, s'il vous plaît. Je n'ai plus beaucoup de temps. Pas de réponse. J'ai appris par un cousin qu'il dépensait 200 000 $ pour le mariage de ma sœur. Traiteur, orchestre, une salle croulant sous les lustres.
200 000 dollars pour une seule nuit alors que je me battais pour ma vie. Gavin est resté à mes côtés, cherchant des moyens de rassembler l'argent. Il a appelé des amis, contacté des collègues, a même puisé dans ses propres économies. Je me sentais impuissante, un fardeau, mais il ne m'a jamais laissé me sentir seule. Pourtant, le fossé entre ce que nous avions et ce dont j'avais besoin semblait être un gouffre. Le refus de mes parents n'était pas seulement une question d'argent, c'était un message. Je n'en valais pas la peine. Pas pour eux. Cette prise de conscience fut plus douloureuse que n'importe quel diagnostic médical. Je savais qu'il me restait une dernière chance. Je devais affronter mes parents en personne, les forcer à me voir, et pas seulement comme leur fille indépendante qui ne demande jamais d'aide. Peut-être, juste peut-être, comprendraient-ils. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents, le cœur battant comme un tambour. Leur immense demeure de Birmingham, payée par leur empire du barbecue, était illuminée de guirlandes et résonnait de rires et de tintements de verre. La fête de fiançailles de ma sœur battait son plein, une démonstration éblouissante de leur richesse et de leur fierté. J'ai garé ma vieille berline cabossée parmi les SUV rutilants, me sentant comme une étrangère avant même d'entrer. J'ai pris une grande inspiration, serrant contre moi la lettre du médecin qui expliquait mon besoin d'une greffe de rein, 100 000 dollars et un compte à rebours lancé. J'ai trouvé ma mère en premier, près du buffet chargé de plateaux de travers de porc et de pain de maïs. « Maman, je dois te parler », ai-je dit, la voix ferme malgré la boule dans ma gorge. Elle s'est retournée, le visage fardé d'un sourire forcé pour les invités. « Leslie, ce n'est pas le moment. Nous fêtons ta sœur. » J'ai insisté, expliquant la greffe, les 100 000 dollars, le fait que je n'avais nulle part ailleurs où aller. Ses yeux parcouraient la foule, elle m'écoutait à peine. « Leslie, nous avons engagé 200 000 dollars pour le mariage. C'est une affaire conclue. Nous ne pouvons pas tout annuler. » J'ai ressenti un froid glacial, comme si l'air avait été aspiré de la pièce. « Maman, c'est ma vie », ai-je dit, la voix brisée. Elle a soupiré, m'écartant d'un geste. « Tu as toujours été si indépendante, Leslie. Tu trouveras une solution. » Désespérée, j'ai cherché mon père, qui portait un toast avec un groupe d'associés près d'une estrade improvisée. « Papa, s'il vous plaît », ai-je commencé en lui montrant la lettre. « Je suis malade. J'ai besoin de 100 000 dollars pour une greffe. » Il a froncé les sourcils, son verre s'arrêtant en plein air. « Leslie, le mariage nous coûte 200 000 dollars. La salle, l'orchestre, tout. Nous n'avons pas cette somme qui traîne comme ça. » Je l'ai regardé, incrédule. Leur restaurant prospérait, générant des profits aux 4 coins de Birmingham. « Papa, je t'en supplie. Je n'ai pas le temps. » Il a secoué la tête, d'un ton ferme. « Le bonheur de ta sœur passe avant tout. Tu sais à quel point c'est important pour nous. » Je me suis tournée vers ma sœur, qui rayonnait dans une robe à paillettes, riant avec son fiancé et une foule d'invités élégants. « Frangine, j'ai besoin de ton aide, » ai-je dit en m'approchant d'elle. Je lui ai tout exposé, l'insuffisance rénale, les 100 000 dollars, l'urgence. Son sourire a flanché, puis s'est transformé en un rictus méprisant. « Leslie, tu as toujours été la personne indépendante de la famille, » a-t-elle dit, la voix dégoulinante de moquerie. « Pourquoi commencer à avoir besoin de nous maintenant ?» Les invités autour d'elle ont ricané, les yeux brillants d'amusement. J'ai senti mon visage s'enflammer, mais j'ai ravalé ma fierté. « S'il te plaît, je t'en supplie, » ai-je dit, la voix n'étant plus qu'un murmure. Elle a ri aux éclats, se tournant vers son fiancé. « Tu y crois ?» Elle choisit ce soir pour jouer les demoiselles en détresse. L'humiliation était cuisante, mais je ne pouvais pas partir. Je suis tombée à genoux, la même sur le sol ciré, la lettre froissée dans ma main. « S'il vous plaît, n'importe qui, j'ai besoin de 100 000 dollars pour vivre, » ai-je dit, la voix brisée en levant les yeux vers ma sœur, puis vers mes parents. La salle est devenue silencieuse un instant, puis a éclaté en murmures. Le visage de mon père est devenu rouge, non pas d'inquiétude, mais d'embarras. « Leslie, lève-toi. Tu donnes en spectacle, » a-t-il lancé brusquement en me remettant sur mes pieds. Ma mère s'est avancée, le regard froid. « C'est la soirée de ta sœur. Tu es en train de la gâcher. » Un invité, un ami de la famille, a ricané, elle n'avait qu'à économiser son propre argent. Des rires ont parcouru la foule. Ma sœur m'a saisi le bras, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. « Rentre chez toi, Leslie. Tu es ridicule, » a-t-elle sifflé en me poussant vers la porte. J'ai trébuché, la lettre est tombée au sol, piétinée par des talons de créateur. La voix de mon père m'a poursuivi, « Ne reviens pas avant de t'être calmé. » Je suis sortie, les larmes brouillant ma vue, le son de la musique et de la fête s'estompant derrière moi.
Ma propre famille avait choisi une fête plutôt que ma vie, et je ne m'étais jamais sentie aussi seule. Je suis montée dans ma voiture, les mains tremblantes sur le volant, sachant que je devais trouver un autre moyen. Je me suis éloignée de la maison de mes parents, la douleur de leur rejet me brûlant la poitrine. Gavin m'attendait à mon appartement, le visage marqué par l'inquiétude quand je suis entrée. « Leslie, qu'est-ce qui s'est passé ?» a-t-il demandé en me prenant dans ses bras. Je me suis effondrée, racontant comment ma famille avait rejeté mon appel à l'aide et comment ma sœur s'était moquée de moi devant une salle pleine d'inconnus. La mâchoire de Gavin s'est crispée, mais il ne m'a pas interrompue. Quand j'ai eu fini, il a pris mes mains dans les siennes, d'une voix ferme, « Nous n'avons pas encore dit notre dernier mot. Nous trouverons un moyen d'obtenir ces 100 000 $. Gavin n'a pas hésité. Le lendemain matin, il m'a annoncé qu'il vendait son précieux pick-up, une relique cabossée, mais adorée qu'il avait passé des années à restaurer. Il vaut au moins 50 000 $, a-t-il dit, consultant déjà les annonces sur son téléphone. J'ai protesté, sachant à quel point ce camion comptait pour lui. Les virées du week-end dans les collines de l'Alabama, le souvenir de son père lui apprenant à conduire. Gavin, tu ne peux pas, ai-je dit, la voix nouée par la culpabilité. Il a secoué la tête, le regard assuré. Tu comptes plus pour moi que n'importe quel camion, Leslie. C'est non négociable. En l'espace d'une semaine, il avait trouvé un acheteur, et 50 000 $ ont atterri sur notre compte. C'était une bouée de sauvetage, mais il nous manquait encore la moitié. Gavin ne s'est pas arrêté là. Il travaillait dans la même start-up de biotechnologie que moi, entouré de chercheurs qui étaient devenus ma deuxième famille. Il les a rassemblés, partageant mon histoire. Non pas les détails humiliants de la fête de fiançailles, mais la vérité brute de mon diagnostic et l'obstacle des 100 000 $. Leslie est l'une des nôtres, leur a-t-il dit lors d'une réunion d'équipe, la voix tremblante de conviction. Elle a besoin de nous maintenant. Mes collègues, un mélange de techniciens de laboratoire et de scientifiques s'en sortant de justesse comme moi, n'ont pas hésité. Ils ont lancé une page de financement participatif, ont pioché dans leur propre salaire et ont fait passer le mot à d'autres entreprises de biotechnologie de Birmingham. Une chercheuse, une femme discrète nommée Carla, a fait don de 5 000 $. Toutes ces économies provenant d'un travail d'appoint. Un autre, un scientifique chevronné, a convaincu son réseau de participer, apportant 10 000 $ de plus. Au bout de 2 semaines, ils avaient récolté 35 000 $. J'étais sidérée, les larmes coulant sur mes joues en lisant leurs messages de soutien sur mon ordinateur. Je ne pouvais pas rester les bras croisés. L'écart se réduisait, mais il nous manquait encore 15 000 $. J'ai fouillé mon appartement, sortant tout ce qui avait de la valeur. Mon ordinateur portable, un modèle haut de gamme acheté pour le travail, valait 5 000 $. Je l'ai mis en vente en ligne, grimaçant à l'idée de perdre mon lien avec mes recherches. Ensuite est venu le collier de perles de ma grand-mère, un souvenir que j'avais porté à chaque grand moment de ma vie. Il m'a rapporté 7 000 $ chez un prêteur sur gage. Quelques bijoux, un bracelet et une paire de boucles d'oreilles ont ajouté 3 000 $ supplémentaires. À la fin du mois, nous avions rassemblé 100 000 $. Chaque centime était un témoignage envers les personnes qui avaient cru en moi quand ma propre famille ne l'avait pas fait. L'opération a été programmée dans un hôpital de Birmingham, un tourbillon de paperasse et d'examens préopératoires. Gavin est resté à mes côtés, me tenant la main à chaque piqûre et chaque visite chez le médecin. La greffe s'est bien déroulée, le rein d'un donneur m'offrant une seconde chance. La convalescence n'a pas été facile. 2 mois d'alitement, d'antidouleur et de rendez-vous de suivi, mais je me sentais plus forte chaque jour. Gavin s'est installé dans mon appartement, cuisinant des soupes terribles qui me faisaient rire, surveillant mes signes vitaux comme une infirmière nerveuse. Mes collègues m'envoyaient des colis remplis de livres et de mots écrits à la main qui me remontaient le moral. Allongé dans mon lit, je pensais à la famille que j'avais perdue, mais aussi à celle que j'avais trouvée, des gens qui avaient tout donné quand je n'avais plus rien à demander. Au moment où j'ai pu marcher sans grimacer, j'ai senti un feu brûler en moi, un besoin de reconstruire ma vie plus solidement qu'avant. Gavin et moi nous sommes assis un soir, esquissant un plan sur une serviette en papier dans mon minuscule appartement de Birmingham. Nous allions créer notre propre entreprise de biotechnologie spécialisée dans les outils de diagnostic pour les maladies rénales, un sujet que je ne connaissais désormais que trop bien. Avec mon expérience en recherche et le talent de Gavin pour la logistique, nous avions une chance. Nous avons mis nos économies en commun, contracté un petit prêt commercial et loué un bureau exigu dans le district de l'innovation de Birmingham. Ce n'était pas prestigieux, des tuyaux qui fuyaient, des lumières vacillantes, mais c'était à nous. Les 6 premiers mois ont été brutaux. Nous travaillions 18 heures par jour, présentant notre projet à des investisseurs qui nous accordaient à peine un regard. Je passais mes nuits à peaufiner notre prototype.
un appareil permettant de détecter précocement l'insuffisance rénale, tandis que Gavin gérait les fournisseurs et la paperasse. Nos collègues de l'ancienne start-up, qui nous soutenaient toujours, nous offraient des conseils gratuits et l'accès à leur laboratoire. Lentement, nous avons gagné du terrain. Un hôpital local a effectué des essais sur notre prototype, et les résultats étaient prometteurs. Le bouche à oreille a fonctionné, et après 9 mois, un grand conglomérat médical d'Atlanta nous a contactés. Ils voulaient notre technologie, droits exclusifs, distribution mondiale. Le contrat, 3 millions de dollars signés après des semaines de négociations épuisantes. Je me souviens avoir serré la main de leur PDG, le cœur battant à tout rompre en réalisant que nous avions réussi. Notre entreprise, à peine âgée d'1 an, était désormais un acteur du monde de la biotechnologie. Avec le succès est venu un nouveau genre de courage. Je ne pouvais plus rester silencieuse sur ce que ma famille avait fait, non seulement pour moi, mais aussi pour avertir les autres du coup de la trahison. Un ami m'a mise en contact avec un podcast populaire, True Stories Uncovered, connu pour ses récits personnels sans filtre. J'ai hésité, sachant que les retombées seraient sismiques, mais Gavin m'a serré la main. « Tu n'es plus seule, Leslie. Dis la vérité. » C'est ce que j'ai fait. Assise dans un petit studio d'enregistrement, j'ai déversé mon histoire. J'ai parlé de mon diagnostic et de la greffe à 100 000 dollars. J'ai raconté comment mes parents avaient refusé de la financer, choisissant de dépenser 200 000 dollars pour le mariage de ma sœur. J'ai décrit la fête de fiançailles, mes genoux touchant le sol, les paroles moqueuses de ma sœur, le rejet glacial de mes parents. Je ne les ai pas nommés directement, les appelant mon père, ma mère et ma sœur. Mais Birmingham est une ville assez petite. Les gens sauraient. Le podcast est sorti une semaine plus tard et a fait l'effet d'une bombe. Partagé sur les réseaux sociaux, il a accumulé 1 million de vues en quelques jours, puis 10 millions. Les auditeurs ont inondé les commentaires d'indignation. Comment des parents peuvent-ils choisir un mariage plutôt que la vie de leur fille ? Écrivait l'un d'eux. Un autre affirmait que cette famille méritait de tout perdre. Des extraits ont circulé avec des hashtags comme Justice for Leslie. Des inconnus m'envoyaient des messages de soutien, partageant leurs propres histoires de trahison familiale. Je les lisais tard le soir, les larmes aux yeux, sentant un poids s'envoler. Pour la première fois, je ne portais plus la honte seule. Le monde voyait ma famille telle qu'elle était. Le podcast n'était pas seulement une catharsis, c'était un tournant. Le profil de notre entreprise a grimpé en flèche, avec des investisseurs qui nous appelaient et des hôpitaux demandant des démonstrations. Gavin et moi avons embauché une petite équipe, déménagé dans de meilleurs bureaux et commencé à planifier un second produit. Mais sous le succès, je ressentais une détermination tranquille. La trahison de ma famille m'avait poussé au bord du gouffre, mais elle m'avait aussi montré qui je pouvais devenir. Je ne faisais pas que survivre, je m'épanouissais, entouré de gens qui m'estimaient. Alors que la portée du podcast grandissait, je me concentrais sur le développement de mon entreprise et de ma nouvelle vie avec Gavin. Mais les ondes de choc de mon histoire se propageaient dans Birmingham et s'apprêtaient à s'abattre sur le monde de ma famille. Mon père et ma mère géraient une chaîne de restaurants de barbecue, une institution locale connue pour sa poitrine de bœuf fumé et ses salles combles. Leur succès avait toujours été lié à leur réputation, piliers de la communauté, hôtes généreux, partisans de la famille d'abord. Mon podcast a brisé cette illusion. Cela a commencé par des murmures, puis par des tables vides. Les clients qui faisaient autrefois la queue pour des travers de porc ont cessé de venir. Des publications sur les réseaux sociaux identifiaient leur restaurant en mentionnant mon histoire, les dénonçant pour avoir choisi un mariage fastueux plutôt que la vie de leur fille. « Je ne mangerai pas là où l'on trahit les siens », disait une critique, partagée des milliers de fois. Un autre a posté un extrait de mon podcast avec la légende « Voici qui vous soutenez ». Au 3e mois, leur établissement phare, un vaste local près du centre-ville de Birmingham, était à moitié vide, même les week-ends. Le personnel de salle démissionnait, les fournisseurs exigeaient des paiements d'avance, et le charme habituel de mon père ne suffisait plus à inverser la tendance. J'ai appris par un ancien collègue qu'ils avaient tenté une campagne de relations publiques proposant des réductions et organisant des soirées caritatives, mais cela s'est retourné contre eux. Les gens y ont vu une tentative désespérée de dissimulation. 6 mois après le podcast, leur empire a commencé à s'effondrer. 2 de leurs 5 établissements ont fermé, incapables de couvrir le loyer. Ma mère, qui avait toujours été le visage de l'entreprise, a cessé d'apparaître aux événements communautaires, son sourire habituel remplacé par un silence aux lèvres serrées. Mon père a contracté des emprunts pour maintenir à flot les restaurants restants, mais les dettes s'accumulaient plus vite que les revenus. Au 10e mois, toute leur chaîne était en faillite. Le dernier établissement a fermé ses portes avec un panneau « Fermé » délavé sur la porte. Leur maison,
autrefois vitrine de leur richesse, a été mise sur le marché, mais aucun acheteur ne s'est présenté. Personne ne voulait toucher à l'héritage entaché du nom Newman. Ma sœur a dû faire face à son propre règlement de compte. Son mari, un riche promoteur immobilier, avait financé une grande partie de leur style de vie extravagant, y compris le mariage à 200 000 $. Lorsque le podcast s'est propagé, il l'a écouté, reconstituant la vérité sur la façon dont ma sœur s'était moquée de moi alors que je suppliais pour obtenir de l'aide. Il l'a confronté, exigeant des réponses, mais ses dérobades ont échoué. En quelques mois, il a demandé le divorce, refusant de lier son nom au sien plus longtemps. Le règlement du divorce lui a laissé peu de choses. Les avocats de son mari ont été impitoyables, et sa réputation de « fille en or » était désormais un fardeau. Elle a quitté leur manoir pour louer un petit appartement à la périphérie de Birmingham, bien loin de la vie qu'elle affichait fièrement. La chute de la famille Newman n'était pas seulement financière, elle était sociale. Les amis ont pris leur distance. Les invitations aux galas et aux levées de fonds se sont taries. Et leur réseau d'associés commerciaux, autrefois solide, est devenu glacial. Le rire sonore de mon père, présent à chaque rassemblement, a été remplacé par des disputes amères avec ma mère, entendues par les voisins. Ma sœur, qui s'épanouissait autrefois sous les projecteurs, a cessé de publier sur les réseaux sociaux, ses comptes restant silencieux après un déluge de commentaires haineux. Leur nom, autrefois une marque de fierté à Birmingham, est devenu synonyme de trahison. Je n'ai pas cherché ces détails. Il me parvenait par d'anciennes connaissances, des rumeurs de l'industrie, et même par un caissier d'un restaurant local qui a reconnu mon visage. Chaque récit était comme un coup de couteau, non pas par pitié, mais parce qu'il me forçait à affronter la famille que j'avais perdue. Je n'exultais pas, je ne célébrais pas, mais je ne pouvais ignorer la justice de la situation. Ils avaient choisi une fête plutôt que ma vie, et maintenant le monde avait choisi de leur tourner le dos. Gavin m'incitait à rester concentré sur notre avenir, pas sur leur passé. Notre entreprise prospérait avec de nouveaux contrats et une équipe grandissante. Pourtant, alors que j'étais assise dans notre nouveau bureau, entourée par le bourdonnement du progrès, je ne pouvais m'empêcher de sentir que quelque chose arrivait, une confrontation finale pour laquelle je n'étais pas sûre d'être prête. Puis, mon téléphone a vibré, un SMS de ma mère, le premier depuis plus d'1 an. « Leslie, nous devons parler. S'il te plaît, appelle-nous. » J'ai fixé l'écran, l'estomac noué. Mon entreprise décollait, notre contrat de 3 millions de $, alimentait la croissance, et Gavin et moi planifions un avenir ensemble. Pourtant, ce message me replongeait dans un passé que j'avais travaillé dur pour laisser derrière moi. Le soir venu, mon téléphone affichait 18 appels manqués, Denny et Joyce étaient implacables, tout comme les 18 appels que j'avais passés quand je luttais pour ma vie. Leurs messages vocaux étaient frénétiques, implorant une rencontre. « Nous perdons la maison », a dit Joyce, la voix brisée. « Nous avons besoin de 150 000 $. Leslie. Tu es notre seul espoir. » Je me suis assise avec Gavin dans notre bureau, la silhouette de Birmingham visible par la fenêtre. « Ils sont désespérés », ai-je dit en lui montrant les messages. Il a froncé les sourcils, sa main reposant sur la mienne. « Tu ne leur dois rien, Leslie. Mais si tu veux les affronter, je suis avec toi. » J'ai hoché la tête, ressentant un mélange d'appréhension et de résolution. J'ai accepté de les rencontrer dans un endroit neutre, un café calme du centre-ville, loin des ruines de leur empire du barbecue. Je ne savais pas ce que j'allais dire, mais je savais que ce serait la dernière fois. Le café était presque vide, l'odeur des grains torréfiés pesant dans l'air. Denny et Joyce étaient assis dans un box au fond, paraissant plus vieux et plus frêles que dans mes souvenirs. Leurs vêtements de créateurs avaient disparu, remplacés par des vestes usées et des yeux fatigués. Je me suis glissée sur le siège en face d'eux, la posture raide. « Que voulez-vous » ai-je demandé, la voix calme mais froide. Joyce s'est penchée en avant, les mains jointes fermement. « Leslie, nous sommes tellement désolés. Nous avons fait une erreur. Les restaurants ne sont plus là. La maison est la suivante. Nous avons besoin de 150 000 $ pour la sauver. » Denny a hoché la tête, son assurance habituelle remplacée par un tic nerveux à la mâchoire. « Tu t'en sors bien maintenant. Nous savons que tu peux nous aider. » Je les ai regardés, leurs paroles faisant écho au désespoir que j'avais ressenti 2 ans auparavant. Je me souvenais de la fête de fiançailles, mes genoux au sol, leur mépris, alors qu'ils versaient 200 000 $ dans le mariage de ma sœur. « Vous ne m'avez pas aidé, » ai-je dit, d'une voix basse mais tranchante. « J'ai supplié pour 100 000 $ pour vivre, et vous m'avez dit de me débrouiller. » Les yeux de Joyce se sont remplis de larmes, mais je ne me suis pas radoucie. « Nous avons eu tort », a-t-elle murmuré. « Nous pensions que le mariage de Gina était important, mais nous voyons maintenant. » Je l'ai coupé.
Vous le voyez maintenant parce que vous perdez tout. Où était ce regret quand j'étais en train de mourir? Denny a tendu la main vers la mienne, mais je me suis reculée. Leslie, nous sommes une famille, a-t-il dit, la voix suppliante. Est-ce que cela ne signifie rien? J'ai ri, un son amer qui les a fait tressaillir. Une famille? Vous avez choisi votre fille en or plutôt que moi. Où est Gina maintenant? Pourquoi n'est-elle pas ici, en train de supplier? Le visage de Joyce s'est décomposé. Elle est en difficulté. Son mari l'a quittée. Elle ne peut pas aider. J'ai hoché la tête, sans surprise. Le divorce de Gina avait fait l'objet de toutes les conversations à Birmingham, sa chute étant aussi publique que l'effondrement de leur restaurant. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti un chèque de 150 000 $. Leurs yeux se sont agrandis, une lueur d'espoir vacillante. C'est pour la maison, ai-je dit en le faisant glisser sur la table. Mais c'est la dernière chose que vous recevrez jamais de ma part. Denny a saisi le chèque, les mains tremblantes, mais j'ai levé une main pour l'arrêter. Avant de le prendre, demandez à votre fille en or. Peut-être qu'elle pourra vous sauver, comme vous pensiez qu'elle sauverait le nom de la famille. Joyce a éclaté en sanglots, secouant la tête. Leslie, s'il te plaît. Nous sommes désolés. Je me suis levée, d'une voix ferme. Vous n'êtes plus ma famille. La famille, ce sont les gens qui sont là quand vous êtes au plus bas, pas quand ils ont besoin de votre argent. Je suis sortie, laissant le chèque sur la table. Le poids de leur trahison ne s'est pas envolé, mais ils n'avaient pas besoin de le faire. J'avais construit une vie sans eux. Gavin m'attendait à l'extérieur, passant son bras autour de moi alors que nous marchions vers la voiture. Ça va? A-t-il demandé doucement. J'ai hoché la tête, m'appuyant contre lui. Je suis libre, ai-je dit, et pour la première fois, je le pensais vraiment. De retour à notre bureau, je me suis plongée dans le travail, entourée d'une équipe qui était devenue ma nouvelle famille. Carla, qui avait donné ses économies pour ma greffe, était maintenant notre chercheuse principale. Sa force tranquille étant un rappel quotidien de ce qu'est la loyauté. Notre entreprise s'est agrandie, signant de nouveaux contrats et développant des outils qui sauvaient des vies, comme la mienne l'avait été. Gavin et moi avons emménagé dans une maison modeste, pas tapax en Graveleuil, mais à nous, remplie de rires et de sessions de planification nocturne. Mes anciens collègues m'envoyaient des messages, fiers du chemin parcouru. Ils avaient été là quand mon propre sang s'était détourné, et cela comptait plus que n'importe quelle excuse de Denny ou Joyce. Je pensais parfois à Gina, me demandant si elle avait appris quelque chose de sa chute. Je ne la haïssais pas, je ne haïssais aucun d'entre eux, mais je n'avais pas besoin d'eux non plus. Ma vie était pleine. Un travail qui avait du sens, un partenaire qui avait sacrifié son précieux camion, et des amis qui avaient tout donné quand je n'avais plus rien. La douleur de leur trahison m'avait façonné, mais elle ne me définissait pas. J'avais appris à la dure que la famille n'est pas une question de sang. C'est une question de savoir qui se tient à vos côtés quand le monde semble s'écrouler. Alors que j'étais assise dans notre bureau un soir, regardant le coucher de soleil sur Birmingham, j'ai ressenti une clarté que je n'avais jamais connue auparavant. Je leur avais donné l'argent, non par culpabilité, mais pour fermer la porte définitivement. Ils avaient fait leur choix, et j'avais fait les miens. Je me suis tournée vers Gavin, qui dessinait notre prochain projet. Nous construisons quelque chose de réel, ai-je dit en souriant. Il m'a rendu mon sourire, le regard chaleureux. C'est déjà fait. Mon histoire s'est propagée au-delà de Birmingham, inspirant d'autres personnes à partager leurs propres récits de trahison et de rédemption. Je lisais leurs messages, chacun d'eux étant un rappel que je n'étais pas seule. Mais alors que je repensais à tout cela, ma maladie, leur rejet, ma lutte pour survivre, je me demandais ce que les autres feraient à ma place. Si vous étiez moi, face à une famille qui s'est détournée quand vous aviez le plus besoin d'elle, leur pardonneriez-vous ou les rayeriez-vous définitivement de votre vie?